Donc, la suite s'est fait attendre pour des raisons de concours assez diverses et variées dont je vous passe les détails, mais il nous faut à présent revenir, après avoir vu le détail des opérations, sur les deux camps en présence et leur évolution. Pourquoi? Eh bien parce que derrière les appellations camp républicain et camp nationaliste, en fait, se cachent de profondes divisions internes et ces deux camps ne sont pas unis, ne sont pas d'un bloc. Il y a extrêmement de variantes, de tendances, de mouvements qui se regroupent derrière ces deux termes et qui désignent des réalités fortement différentes. En fait, je n'hésite pas à dire que rarement un pays fut aussi divisé que cette Espagne des années 36-39. On va commencer par regarder le camp nationaliste en disant la chose suivante: il n'y a aucun horizon unique et les gens viennent d'endroits, de lieux à la fois géographiques et de la pensée très différents. Il y a un noyau de vrais, entre guillemets, de vrais fascistes qui, eux, sont réellement à l'extrême droite et qui croient en le fascisme. Vous savez, ce mouvement des faisceaux qui est au pouvoir en Italie depuis 1922, depuis que Mussolini, avec sa marche sur Rome, a réussi à se faire nommer par le roi chef du gouvernement et instaurer une dictature, une des premières de l'époque en Europe. Pourquoi Mussolini se disait le doyen des dictateurs un peu? Eh bien, il y a un noyau de vrais fascistes qui sont proches de tous ces idéaux-là. C'est ce qu'on appelle la phalange. Donc la phalange, c'est le nom d'une organisation qui est d'abord anti-ouvrière et qui est dirigée par José Antonio Primo de Rivera. Qui est-il? Eh bien, c'est le fils du dictateur Miguel Primo de Rivera qui a dirigé le pays de 23 à 1930. Donc pendant 7 ans, cet homme a dirigé le pays. Il est à l'extrême droite et son fils Primo de Rivera, donc José Antonio, crée une association, pas une association, non, mais une organisation, la Phalange, qui est dirigée contre les ouvriers. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans la première vidéo. Les ouvriers se structurent, sont puissants et demandent des avancées sociales et économiques. Et on a vu en 1936 que c'est un front des partis de gauche, le Front populaire, qui est arrivé au pouvoir. Donc les phalangistes sont de vrais fascistes, mais à côté d'eux, parce que c'est encore plus compliqué, je vous ai dit que le camp de l'extrême droite, le camp des nationalistes, est divisé, mais les organisations sont elles-mêmes divisées pour compliquer la chose. En histoire, rien n'est jamais simple. Donc cette phalange qui est à la droite de la droite rassemble des gens un peu mystiques. Il y en a déjà, des mystiques d'extrême droite, ça existe. Il y a tout un tas d'études qui ont été faites sur les relations entre ésotérisme et dictature que vous pouvez lire. Il y en a des sérieuses, c'est très intéressant. Donc vous avez des mystiques, des anti-marxistes évidemment, mais aussi des anticapitalistes. Je m'arrête un point là-dessus parce que ça peut paraître paradoxal, contradictoire, que l'extrême droite soit anticapitaliste. Bien en fait, les historiens ont montré que le premier fascisme est d'essence populaire, populiste et proche de l'extrême gauche. Les deux extrêmes se rejoignent et se touchent. Pierre Desproges aurait dit les petits pervers. Trêve de plaisanterie, les deux extrêmes se rejoignent, se touchent, et donc les premiers fascistes sont proches des communistes sur certains points. Et lorsqu'on lit, par exemple, le premier programme d'Adolf Hitler, le premier programme du Parti national-socialiste, il y a le mot socialiste dedans, on voit qu'il y a des mesures anticapitalistes, qu'il y a des mesures dirigées contre les patrons, contre le capital, et qui doivent aider, qui visent à aider la classe ouvrière. Il ne faut jamais oublier que ces hommes-là, tout fascistes qu'ils étaient, voire nazis, venaient aussi, une partie d'entre eux, d'extrême gauche. Mussolini a commencé par être communiste. Eh bien, c'est un peu la même chose. En Espagne, une partie de la phalange, qui est la droite dure, l'extrême droite, est anticapitaliste. Donc c'est un peu sur le modèle des fascistes italiens et allemands du départ, comme les squadre en Italie. Donc, c'est une première partie, la phalange, et lorsque le Front populaire gagne, son chef est fusillé en novembre 1936, on l'avait vu, et ça les fait gagner en importance. Ce front, cette organisation, la phalange, rejoint Franco dans sa lutte, parce que Franco est opposé à la République et ils le sont aussi, tout en gardant son discours propre. Donc voilà, c'est une des premières tendances, c'est la tendance la plus dure du camp nationaliste qui est opposé à la République, qui est opposé au gouvernement, la phalange, qui rejoint Franco, mais qui garde ses propres idées.
Franco, venons-en à lui, eh bien lui n'est pas de cette tendance-là, lui c'est un homme qui est purement réactionnaire. Donc les réactionnaires sont des gens qui veulent revenir à un certain état de choses, généralement un état de choses qui est antérieur à la période qu'ils vivent, par exemple, je ne sais pas, un moment où l'aristocratie avait le pouvoir et contrer certaines évolutions de la société. C'est ça qui est réactionnaire, c'est vouloir enlever certaines évolutions de la société et revenir en arrière, alors que les conservateurs veulent rester au point établi et pas aller en avant. Les réactionnaires, c'est encore pire, entre guillemets, ils veulent revenir en arrière. Donc Franco est réactionnaire et il incarne le pouvoir militaire. Donc son beau-frère, Serrano Suñer, parle de son camp comme étant un, je cite, campement militaire. Voilà, c'est une image qui annonce bien, qui illustre bien ce que Franco est. Il reste un général qui organise la révolte de manière militaire. Il est réussi. Il est réussi. Vous voyez, là je fais une faute parce qu'en italien on dit sono riuscito, je suis réussi. Mais là, ce n'est pas du tout le cas, nous sommes en français, donc vous excuserez ce petit aparté. Franco réussit à prendre la tête du mouvement nationaliste. Depuis, vous vous souvenez que Sanjurjo et Mola sont morts dans des accidents d'avion. Donc je vais l'expliquer, Sanjurjo et Mola, ce sont deux généraux qui ont lancé cette révolte contre le gouvernement. Eh bien, ils meurent quelques mois après la révolte, après le Front populaire, dans des accidents d'avion que certains historiens qualifient de suspects. Toutefois, leur mort laisse un vide qui est occupé par cet homme puissant qu'est Franco, qui à la base, je le répète encore une fois, n'est que l'un de ceux qui se révoltent à droite pour le camp nationaliste et qui devient le chef, la tête de file, la tête de liste, mais qui à la base ne l'est pas. Donc il doit enfin composer avec ses alliés monarchistes de circonstance, car ces monarchistes sont opposés à la République, mais ceux-ci ne sont pas forcément nationalistes, réactionnaires ou fascistes, ils veulent tout simplement le rétablissement immédiat du roi, car on a vu qu'ils ont, je veux dire que le roi a été renversé, le roi est parti en exil sans abdiquer, ce qui a donné naissance à la Deuxième République espagnole. Et, pour compliquer le tout, sinon ça serait pas drôle, ces mêmes monarchies sont divisées entre eux, un peu comme en France avec les partisans des Bourbons de la branche aînée et ceux des Orléans, donc à l'époque entre Charles X et Louis-Philippe, et bien c'est la même chose en Espagne. Les royalistes se divisent entre Alphonse VI, donc les alphonsistes suivent Alphonse XIII, vous savez qui est parti, et les carlistes, donc ceux-ci sont des descendants, c'est-à-dire les carlistes sont des descendants d'une autre branche de la famille royale espagnole qui a régné et qui a été écartée au XIXe siècle. Donc vous voyez, c'est un camp qui est extrêmement divisé, qui va des monarchistes plutôt conservateurs à une droite extrêmement dure, la phalange, en passant par des gens purement réactionnaires comme Franco, qui peu à peu prend la tête de ce mouvement. Alors côté républicain, il ne faut pas penser que c'est mieux, parce que 90% des diplomates et 70% des officiers rejoignent le camp nationaliste, ainsi qu'une bonne partie des membres de l'administration. Ce qui fait que le camp républicain, d'entrée de jeu, voit un appareil d'État qui s'effondre. Toutes les administrations se vident, les campements militaires se vident, les casernes et les ambassades aussi. Tout le monde pratiquement rejoint les nationalistes. Donc les partis qui sont très divisés et qui ne savent pas quoi faire remplacent les institutions par des comités qu'ils contrôlent. Donc d'un côté on a vu que la droite est extrêmement divisée de Franco en passant par Franco des royalistes aux phalangistes, et bien le camp républicain c'est la même chose. Nous avons une gauche républicaine et démocratique, tout ce qu'il y a de plus normal, les socialistes, et des communistes qui se renforcent de jour en jour, on le verra un troisième parti, puisque Staline envoie de l'aide de manière très importante en Espagne. Donc vous avez des socialistes, vous avez des communistes, et des anarchistes qu'il ne faut pas oublier, de puissants regroupements qui sont eux plutôt anti-staliniens. Et on verra dans la troisième partie que ça a posé des grands problèmes, parce que vous avez tout un tas de mouvements anarchistes comme le POUM qui est trotskiste, et ça va causer de graves soucis avec les communistes espagnols qui sont eux staliniens. Or Staline et Trotsky, vous savez, sont deux grands ennemis dans la course au contrôle de l'URSS, et Staline l'emporte. Donc ça veut dire que chacun des camps est très divisé, n'est pas uni dans la lutte contre l'autre, et ceci va les diviser.
Ces camps ne sont rassemblés que devant un ennemi commun, mais même cela ne va pas suffire. On va voir un peu maintenant, après avoir présenté ces deux camps, les luttes d'influence en leur sein. Et je vais commencer encore, puisqu'on avait débuté par cela, par les nationalistes. Donc Franco, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il comprend que l'influence de la phalange, avec son discours un peu fourre-tout, est gênante, c'est une force qui est puissante, et Franco aimerait bien la contrôler. Donc, peu à peu, il la met au pas. Officiellement, il adopte ces 26 points qui lui sont proposés, mais à côté, il la noyote avec des monarchistes. Donc c'est courant quand on veut contrôler quelque chose, on fait semblant d'accepter ce qu'il ou elle nous demande, et on installe des hommes plutôt sûrs, du moins qui sont opposés à cette organisation, au sein de celle-ci. Donc c'est ce que fait Franco. Il décide de contrôler la phalange avec des monarchistes qui se sont ralliés à lui. C'est une manœuvre qui est habile, qui lui permet même de surveiller ces deux alliés qui sont remuants. C'est-à-dire qu'ils se surveillent mutuellement ces deux tendances qui sont chacune d'un côté et de l'autre de l'échiquier politique de son camp. Franco n'était pas stupide. Et en avril 1937, il opère même une fusion entre les deux groupements. C'est-à-dire qu'il rassemble les mouvements monarchistes. Je dis par exemple que les combattants monarchistes étaient très importants, ce qu'on appelle les requetes. Eh bien, il les fusionne avec la phalange. Donc le caudillo, c'est son titre, son surnom, a un contrôle direct sur les deux ensembles, et maintenant qu'il les a dans ses mains, il peut opérer des purges qui touchent même le chef de la phalange, Manuel Edilla. Donc Manuel Edilla a remplacé de Rivera qui est mort, ou je ne sais pas s'il est mort, la question n'est pas là, mais en tout cas qui a été évincé. C'est pas très important, mais il faut savoir qu'il a le pouvoir de remplacer le chef de la phalange et donc de la contrôler. En fait, on voit quoi? Eh bien, qu'en pleine guerre, Franco prépare déjà la suite. Au cas où il gagnerait, et puis peu à peu on voit que c'est lui qui va gagner, à partir de 1938 on sait très bien qui va gagner, eh bien Franco prépare déjà la suite, prépare le contrôle de l'Espagne. Par exemple, on a vu qu'il noyautait cette organisation, mais il commence aussi à contrôler les journaux, à changer les rues de nom. Vous avez des noms de rues maintenant qui s'appellent Allemagne, Italie, Miguel de Ribera. Il fait également purger les bibliothèques ou les programmes cinématographiques, contrôle la radio, etc. Très vite, il reçoit le soutien de l'Église d'Espagne et une douzaine d'évêques le rejoignent, le soutiennent, ils font une lettre collective en légitimant son action. Enfin, le futur dictateur s'assure le soutien des petits propriétaires et des paysans en créant ce qu'on appelle le service national du blé. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un service qui assure un prix minimum d'achat et un écoulement certain de leur récolte. Et dans un même ordre d'idée, il prend en charge, il crée un secours social d'Espagne qui est utilisé, qui est animé par les femmes de la phalange. Donc vous voyez, c'est un homme qui, en pleine guerre, réussit à noyauter ses futurs ennemis, les gens qui sont remuants, qui crée déjà les structures de l'après-guerre et des institutions qui doivent aider les gens pour se les gagner, pour les acquérir et les rassembler derrière lui. En 1938, il crée même un vrai cabinet gouvernemental avec des ministres pour donner une ébauche d'État à son mouvement, qui est peu reconnu au niveau international, et celui-ci demeure inchangé jusqu'à sa victoire en 1939. Donc vous voyez un peu son cheminement. Tout d'abord, il n'est que l'un des chefs de ce camp nationaliste extrêmement divisé. Après la mort de Sanjurjo et Mola, il prend peu à peu le pouvoir, ce qui lui permet de noyauter les organisations présentes dans son camp. Donc, d'exercer un contrôle sur elle, sur cette droite qui s'est révoltée. Peu à peu, il en profite pour purger les bibliothèques, pour contrôler les cinémas, la radio, s'assurer le soutien de l'Église et des paysans avec de nombreuses mesures, et ainsi prépare déjà l'après-guerre. C'est un peu ce qu'on peut résumer pour dire comment ce camp de la droite nationaliste a-t-il évolué. Côté républicain, les choses sont identiques, on voit une évolution au cours de la guerre, mais ça s'est fait de manière beaucoup plus sanglante. Franco n'a pas fait énormément de morts au sein de son camp, les gens sont plutôt ralliés derrière lui, de gré ou de force, certes, mais se sont ralliés, il les a contrôlés. Côté républicain, c'est pas du tout ça. Je vous avais déjà commencé à vous expliquer qu'il y avait
diverses tendances qui étaient prêtes à se casser la figure, si j'ose dire. En fait, côté républicain, on constate bien vite le poids considérable qui est pris par certaines fractions, certaines factions. Bon, le gouvernement du début de guerre, c'était le gouvernement issu du Front populaire, donc il était de type bourgeois, plutôt démocratique, de gauche, centre-gauche. Mais dès l'année 1936, dès la fin de cette année 36 et l'évolution des événements, il compte déjà 6 socialistes et 2 communistes. Et bientôt, les anarchistes le rejoignent à son tour. Cela veut dire que ce mouvement démocratique, bourgeois, républicain, bientôt est rejoint par des socialistes, donc qui sont plus à gauche, et des communistes qui sont encore plus à gauche, et des anarchistes qui, vous le savez, sont la gauche la plus extrême, puisqu'à la toute fin du programme anarchiste, il est prévu de détruire l'État, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, Bartolomé Benassar, qui est dans ma biographie, qui est un grand historien espagnol qui a écrit là-dessus, je vous cite son livre dans ma biographie qui est dans les notes, dit cette phrase suivante que je vais vous répéter parce qu'elle est très intéressante. Il dit: le Front populaire espagnol cessa très vite d'être, à la différence de son homologue français, l'expression gauchisante d'une république bourgeoise dont les structures fondamentales restaient en place. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que contrairement en France, où le Front populaire est resté l'expression de la République, est resté un mouvement démocratique et élu, eh bien en Espagne, ce Front populaire, lui, n'est plus un mouvement élu et qui joue la carte de la République et de la démocratie, mais bientôt une structure contrôlée par les socialistes, les communistes et les anarchistes. En fait, dès le début du conflit, Moscou est intervenu sous le manteau. Donc, je parlerai dans la troisième partie de l'intervention directe dans les combats de Moscou, ainsi que de Rome et de Berlin. Mais là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir quels étaient les partis qui composaient cette guerre d'Espagne. Eh bien, Moscou intervient directement, en fait, en aidant le petit parti communiste espagnol, qui devient de plus en plus important, puisque aidé financièrement par Staline. Donc Staline demande la chose suivante: il faut, je cite, adopter de toute urgence des mesures préventives contre les tentatives de sabotage des anarchistes, derrière qui se cachent les fascistes. Donc vous voyez, Moscou est assez manichéen, et je répète cette phrase, il demande au Parti communiste espagnol, qui l'aide fortement, d'adopter de toute urgence des mesures préventives contre les tentatives de sabotage des anarchistes, derrière qui se cachent les fascistes. Donc ça veut dire que Moscou profite de la guerre d'Espagne pour aider le Parti communiste espagnol et se débarrasser de ses vieux ennemis que sont les trotskistes, les anarchistes, qui sont opposés à Staline, tout simplement. Donc Staline en profite pour faire un peu son ménage à l'étranger et laisser ses partisans sur place. Alors qu'on est en pleine guerre d'Espagne et qu'il serait peut-être plus intéressant de s'allier contre l'ennemi commun qui est Franco. Là, on a vu que Franco a réussi à le faire, lui, à allier les tendances autour de lui par les moyens que je vous ai cités. Mais là, côté de la République, c'est beaucoup plus sanglant, puisque Staline envoie des agents du NKVD. Donc le NKVD, c'est la police secrète du régime stalinien. C'est un peu comme la Gestapo allemande, toute proportion gardée. Eh bien, ceux-ci sont envoyés en Espagne, affluent dans le pays, à côté de conseillers soviétiques, et ils encadrent efficacement les unités créées par les communistes, donc les unités militaires. C'est-à-dire que les communistes s'organisent de manière militaire, et ils sont contrôlés par Moscou. Bientôt, grâce à cette aide, ils passent rapidement pour les meilleurs et les plus combatifs. Donc cette aide stalinienne et les brigades internationales dont je reparlerai renforcent le mouvement communiste qui est de plus en plus puissant au sein de cette gauche républicaine. On crie même dans les rues Viva Russia, ça veut dire vive la Russie, alors que des portraits de Staline couvrent les murs dans les rues. Vous voyez que c'est à ce point-là, Staline a très bien réussi son œuvre qui est de noyauter lui aussi une partie de la gauche, et même toute la gauche peu à peu, et ce qui était un tout petit parti, le Parti communiste espagnol, compte vite des centaines de milliers d'adhérents et de sympathisants. Donc il devait arriver ce qu'il arriva, évidemment. C'est la chose suivante: les anarchistes, qui sont donc opposés à Staline, mais qui sont de très bons combattants et des antifascistes par essence, sont écartés du gouvernement. Pire,
Le 3 mai 1937, la police de Barcelone, qui est dirigée par un communiste, fait ouvrir le feu sur les anarchistes au nom de complot, je cite, et d'alliance avec Franco. Ce qui était hautement stupide car, comme je vous le dis, les anarchistes sont à la gauche de l'extrême gauche, ils sont absolument farouchement antifascistes, et accusé de collusion avec Franco était complètement stupide, mais Staline a profité de cette guerre pour renforcer l'assise et le pouvoir du petit parti communiste espagnol et se débarrasser de ses ennemis jurés, les anarchistes. Les historiens appellent ça la guerre civile dans la guerre civile. C'est catastrophique puisque ce combat entre anarchistes et staliniens fait des milliers de morts. Les villes se couvrent de barricades, les combats fratricides dans les villes contrôlées par les républicains fleurissent, et tout ça fait bien rire les nationalistes qui en profitent tout simplement pour regagner du terrain. Comme on le dit, il faut diviser pour mieux régner. On peut se demander si Staline se rendait compte de ce qu'il faisait, enfin sans doute que oui. Et donc, les trotskistes, les anarchistes sont massacrés, et la porte est ouverte à la domination du Parti communiste espagnol. En fait, les livraisons d'armes venant de Moscou étaient tellement vitales qu'il n'était plus possible de revenir en arrière. Ça veut dire que peu à peu, ce front populaire qui était bourgeois, qui était démocratique, est noyauté de plus en plus par le Parti communiste espagnol, qui arrive au point même de suivre aveuglément les ordres de Moscou, ordres qui sont de massacrer, de détruire, de tuer tous ceux qui sont opposés au stalinisme, dont les trotskistes du POUM et les anarchistes, qui pourtant sont, je le répète, de bons combattants et qui formaient des troupes essentielles à la République. Tout ça, ça a démoralisé toute une partie des soutiens de la République, notamment des gens qui sont plutôt pas conservateurs, mais qui sont plutôt démocrates, dans le sens qu'ils aiment la démocratie, pas de rapport avec le parti américain, et qui voient que leur camp se déchire en pleine guerre, ça les a démoralisés. Surtout que l'Espagne a connu un début de collectivisation. Une fois que les communistes sont arrivés au pouvoir en Espagne, ils ont voulu faire la même chose qu'en URSS, donc rassembler toutes les terres sous la direction du parti pour ensuite les redistribuer, mais on sait ce que ça a donné. Et donc, on peut même dire que la République, pourrie de l'intérieur, a accéléré sa chute. Je vous le répète, elle a fait une guerre civile dans la guerre civile, puisqu'elle n'était pas unie et que Moscou l'avait noyautée. Donc vous voyez, on a vu quels étaient les deux camps entre 36 et 39 et leur évolution. D'une part, une évolution qui est une concentration des pouvoirs dans les mains de Franco, mais de manière plutôt pacifique, et de l'autre, une concentration dans les mains du Parti communiste espagnol, mais au prix de la mort de farouches antifascistes qui étaient les trotskistes, les anarchistes. Donc c'est une partie qui est nécessaire pour comprendre cette guerre d'Espagne, même si elle n'est pas purement militaire, à part ce camp de guerre civile dans la guerre civile, et on verra au cours d'une troisième grande partie quelle a été l'implication internationale dans cette guerre, voir qui s'est battu en Espagne qui n'était pas espagnol et qui ne s'y est pas battu, pourquoi, comment, et ça permet de voir que la guerre d'Espagne est une sorte de répétition générale de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, on le reverra après la fin de mes concours. Je suis obligé de de tenir compte de ces aléas, non pas climatiques, mais de la vie. Donc je vous remercie et restez fidèles. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le site, sur la chaîne. C'est quelque chose qui me fait très plaisir et qui montre que l'histoire intéresse encore les gens. Merci à vous.